Bienvenue sur Tournant de la vie, le lieu où les plus grands actes d'amour peuvent recevoir pour seule réponse la plus sombre des trahisons. Que se passe-t-il lorsque la famille, notre havre de paix, devient la source de notre plus grande douleur? Si vous êtes prêts pour une histoire de sacrifice et de justice, abonnez-vous, laissez un like et partagez. Pour Anna, l'odeur d'antiseptique de l'hôpital était le parfum de la victoire. Après des années à dédier sa vie à soigner sa mère, qui souffrait d'une maladie rénale chronique, elle avait finalement accompli le sacrifice suprême. Ce matin-là, des chirurgiens avaient prélevé son rein gauche sain pour le transplanter dans le corps de la femme qui lui avait donné la vie. L'opération avait été un succès. Allongée dans son lit, sentant la douleur aiguë sur le côté de son corps, Anna souriait. La douleur était un petit prix à payer pour la santé de sa mère. Elle imaginait les années qu'elles auraient ensemble, libérées de l'ombre de la dialyse et de la maladie. Elle, infirmière de profession et de vocation, avait accompli l'acte de soin le plus profond, offrant une partie d'elle-même pour que sa famille puisse enfin être complète et heureuse à nouveau. Mais le bonheur qu'elle imaginait n'est pas venu. Lorsqu'on l'emmena enfin dans la chambre de convalescence qu'elle partagerait avec sa mère, elle y trouva une froideur qui glaça son âme plus que n'importe quelle anesthésie. Sa mère, allongée dans le lit d'à côté, ne la regarda pas avec gratitude, mais avec un étrange et gênant regard fuyant, comme si la vue de sa fille la remplissait de culpabilité et non de joie. Son jeune frère, Lucas, qu'elle avait toujours protégé et aimé, entra dans la chambre, mais son affection habituelle avait été remplacée par une anxiété nerveuse. Il pouvait à peine la regarder, murmurant des mots vides avant de s'enfuir. Anna resta seule, la douleur physique de son opération n'étant rien comparée à la douleur confuse et grandissante d'une gratitude qui ne se manifestait pas, un mystère glacial au moment qui aurait dû être le plus chaleureux de sa vie. Les semaines qui suivirent l'opération furent un cauchemar silencieux pour Anna. La récupération physique était lente et douloureuse, mais la blessure émotionnelle était celle qui s'infectait. La distance de sa mère et de Lucas devint un abîme. Il la traitait avec une politesse forcée, une gentillesse qui semblait plus être un masque pour cacher quelque chose de terrible. Leur excuse était que la convalescence de la mère exigeait paix et tranquillité, mais Anna, en infirmière expérimentée, savait que quelque chose n'allait fondamentalement pas. Les patients transplantés et leurs donneurs forment généralement un lien encore plus profond, une complicité née de la vie partagée. Ce qu'elle ressentait de leur part n'était pas de la complicité, c'était de la conspiration. La joie qu'elle s'attendait à ressentir en voyant sa mère en bonne santé fut remplacée par une angoisse constante, le sentiment d'être une étrangère dans sa propre famille, une pièce jetée après avoir rempli son rôle dans un jeu dont elle ignorait les règles. La vérité, quand elle éclata, ne fut pas un murmure, mais une avalanche qui ensevelit ce qu'il restait du monde d'Anna. Une nuit, incapable de dormir à cause de la douleur et de l'anxiété, elle entendit des voix étouffées venant du bureau de la maison. C'était sa mère et Lucas. Ce qu'elle entendit la figea, son sang se transformant en glace dans ses veines. Il ne parlait pas de convalescence, mais d'un paiement. « L'acheteur a déjà fait le virement final, » dit Lucas, la voix tendue d'excitation et de soulagement. « Dès que l'argent sera là, je paie l'usurier, et on disparaît. Personne ne saura jamais. » La voix de sa mère, la femme pour qui elle avait sacrifié un organe, répondit, froide et pragmatique. « Et Anna, elle va commencer à poser des questions. » Lucas rit, un son creux et cruel. « Laisse-moi faire. À ce stade, avec l'histoire qu'on a inventée, n'importe qui croirait qu'elle est folle. La maladie, la transplantation, tout était un mensonge. Son rein n'avait pas sauvé sa mère. Il avait sauvé son frère d'une dette envers le crime organisé. » La révélation fut une force si violente qu'elle coupa le souffle à Anna. Elle recula dans le couloir, la main sur la bouche pour étouffer un cri d'horreur pure. Chaque acte de soin, chaque nuit blanche, chaque centime économisé, et le sacrifice final d'une partie de son propre corps. Tout n'avait été qu'une pièce dans un théâtre macabre, et elle, la protagoniste, était la seule à ne pas connaître le scénario. L'amour qu'elle ressentait pour son frère, la dévotion pour sa mère, tout se transforma en un goût de cendre dans sa bouche. Il ne la voyait pas comme une fille ou une sœur, mais comme une ressource, un bien à liquider pour résoudre un problème. La douleur sur son flanc, où la cicatrice de l'opération guérissait encore,
devint la marque physique d'une trahison qui lui avait enlevé bien plus qu'un rein. Elle lui avait arraché l'âme. La confrontation, quand elle eut lieu, fut brève et brutale. Anna, avec la fureur née de la plus profonde des douleurs, les confronta avec la vérité qu'elle avait entendue. Mais ils étaient préparés. Au lieu de la culpabilité, leur visage affichait une pitié jouée. Lucas la serra dans ses bras, les mains fermes sur ses bras, tandis que sa mère composait un numéro sur le téléphone. « Ma fille, tu ne vas pas bien, » dit la mère, la voix un puits de fausse inquiétude. « L'opération, le stress, tu imagines des choses. » Avant qu'Anna ne puisse réagir, 2 hommes robustes en blouse blanche entrèrent dans la maison. La trahison finale se déroula sous ses yeux. Il la faisait interner dans une clinique psychiatrique, utilisant sa douleur et sa juste indignation comme preuve de son instabilité. On la faisait taire, enfermée comme une folle, pour que leur santé mentale puisse être achetée au prix de son corps. La clinique psychiatrique était une prison aux murs blancs et au silence sous sédatif. Là, Anna toucha le fond, un lieu où la douleur physique de sa convalescence se mêlait à l'agonie d'être traitée de folle par ceux qu'elle aimait le plus. Les médecins, payés avec l'argent de son propre rein, la traitaient avec une condescendance professionnelle, interprétant chacune de ses protestations comme un symptôme, chaque larme de colère comme une preuve de son déséquilibre. Discréditée, abandonnée et droguée, elle sentit l'espoir la quitter, ne laissant que l'écho des mots de Lucas et de sa mère. Ils ne l'avaient pas seulement mutilée et volée, ils tentèrent d'effacer son identité, réécrivant l'histoire pour qu'elle, la victime, devienne la méchante démente de sa propre tragédie. La solitude était sa seule compagne, et la vérité, un cri silencieux que personne ne pouvait entendre. Mais même dans la nuit la plus sombre, une seule étoile peut refuser de s'éteindre. Le catalyseur. Du retournement de situation pour Anna vint sous la forme du docteur Samuel, l'ancien médecin de famille, un homme à la retraite qui connaissait Anna depuis son enfance. Alerté par la crise mentale soudaine et grave d'Anna, il décida de lui rendre visite, plus par un sentiment de devoir envers son vieil ami, le père d'Anna, que par croyance en cette histoire. En la trouvant, sous sédatif mais avec un feu de lucidité désespéré dans les yeux, sa vaste expérience médicale sonna l'alarme. L'histoire ne tenait pas debout. La chronologie des événements, la maladie soudaine de la mère, le don de rein suivi d'une dépression nerveuse, tout semblait trop commode. Il ne vit pas une patiente, mais une prisonnière. Mû par une intuition aiguisée par des décennies de pratique, le docteur Samuel ne révéla pas ses soupçons. Il joua le jeu, acquiesçant au diagnostic devant l'équipe, mais dans un moment seul avec Anna, il lui donna la première lueur d'espoir. « Je ne sais pas ce qui se passe ici, ma fille, mais je sais que tu n'es pas folle, » murmura-t-il, la voix ferme. « Je vais te sortir de là. » Les jours suivants, il utilisa son ancienne autorité pour orchestrer l'évasion. Prétextant la nécessité d'examens spécialisés dans un autre hôpital, il obtint un transfert. L'évasion fut tendue, une course silencieuse contre la montre, avec Anna, encore faible, emmenée dans une cachette sûre que le médecin avait préparée. Pour la première fois depuis des mois, elle était libre, non seulement des murs de la clinique, mais de la toile de mensonge de sa famille. La peur était toujours là, mais elle avait maintenant une nouvelle compagne. Une détermination froide et tranchante. Cachée dans le petit appartement de vacances du docteur Samuel, un lieu anonyme, loin des yeux de sa famille, Anna commença sa reconstruction. Sa douleur, autrefois une inondation de tristesse qui menaçait de la noyer, commença à se retirer, et à sa place, la terre ferme de la juste fureur émergea. Avec l'aide du médecin, qui utilisa ses anciens contacts, l'enquête commença. Anna, avec ses connaissances en soins infirmiers, savait exactement quoi chercher. Ils ne cherchèrent pas seulement un crime familial, ils suivaient la piste d'un rein volé. Ils pistèrent les dossiers de l'hôpital, les incohérences dans les horaires des chirurgies, les noms du personnel médical. Le parcours était méticuleux et dangereux, chaque pièce du puzzle les rapprochant d'une vérité bien plus grande et plus effrayante que la simple trahison d'une mère et d'un frère. La traque de la vérité les mena au cœur d'un réseau de corruption. Grâce à leur expertise médicale, Anna et le docteur Samuel identifièrent le probable receveur du rein, un magnate de l'industrie notoirement malade qui, miraculeusement, avait reçu une greffe la même semaine que l'opération d'Anna dans un hôpital connu pour sa discrétion. L'avancée décisive, cependant, vint d'un souvenir du docteur Samuel
concernant une jeune infirmière qui avait toujours semblé terrifiée, en présence du chirurgien en chef qui avait opéré Anna. Ils la retrouvèrent travaillant dans une petite clinique communautaire, loin de la ville. Au début, elle nia tout, la peur visible dans ses yeux. Mais quand Anna se présenta, non pas en accusatrice, mais en tant que consoeur dont la vie avait été détruite, et lui montra sa cicatrice, quelque chose dans le cœur de la jeune femme se brisa. La voix brisée par les sanglots et la culpabilité, l'infirmière avoua tout. Elle était le plus petit rouage de l'engrenage, payé pour falsifier des dossiers et garder le silence. Mais sa conscience la tourmentait. « Je n'en pouvais plus », sanglota-t-elle. « Je savais qu'un jour, ça éclaterait. Je devais me protéger. » Elle tendit alors à Anna un petit enregistreur numérique. C'était la preuve irréfutable. Dessus, on pouvait entendre la voix du chirurgien dans une conversation avec Lucas, discutant des derniers détails de la procédure spéciale, du prix et de la manière de gérer l'instabilité d'Anna en post-opératoire pour éviter les soupçons. Anna entendit la voix de son propre frère, froide et calculatrice, négociant son corps comme une marchandise. Sa douleur se transforma en une force glaciale. La mission dépassait maintenant sa famille. Il s'agissait de justice. Avec le dossier complet en main, les rapports falsifiés, la piste de l'argent, le témoignage de l'infirmière et l'enregistrement dévastateur, Anna et le docteur Samuel ne s'adressèrent pas à la police locale, où l'influence de l'acheteur millionnaire aurait pu étouffer l'affaire. Ils allèrent directement au sommet, remettant une copie à la journaliste d'investigation la plus respectée du pays et une autre à une unité spéciale de lutte contre le crime organisé de la capitale. La réaction fut immédiate et sismique. Ce qui avait commencé comme une histoire familiale tragique se révéla être la pointe d'un iceberg de corruption médicale et de criminalité en col blanc. Les autorités, voyant la preuve irréfutable, assurèrent à Anna que l'opération pour démanteler le réseau serait silencieuse, rapide et implacable. La chasseresse, qui avait un jour été la proie, venait enfin de lâcher les lions de la justice. Le scandale éclata un mardi matin, explosant comme une bombe sur la scène nationale. La manchette du principal journal du pays était criarde. Une sœur donne son rein dans un schéma de trafic d'organes orchestré par sa propre famille. Le reportage de la journaliste, contenant des extraits de DeSantis Inc. L'enregistrement de Lucas choqua le pays, générant une vague de répulsion et de fascination. Les conséquences furent instantanées. Les caméras de télévision capturèrent l'image du chirurgien en chef, escorté hors de son hôpital de luxe, menotté. Puis, celle du magnate de l'industrie, tentant de cacher son visage alors qu'on l'emmenait de son manoir. Et enfin, la scène la plus dévastatrice de toutes, la police frappant à la porte de la maison d'Anna, emmenant une mère et un fils incrédules, dont l'empire de mensonges s'était effondré sur leur tête dans une avalanche de vérité et de honte. Le procès fut le spectacle médiatique de l'année, un drame familial réel retransmis à une nation choquée. Au centre de tout, à la barre des témoins, se tenait Anna. Elle ne parlait pas avec la voix d'une victime, mais avec le calme et la précision d'une infirmière présentant un diagnostic. Avec une dignité qui fit taire le tribunal, elle détailla chaque mensonge, chaque manipulation, chaque acte d'une trahison si profonde qu'elle semblait fictive. De l'autre côté de la salle, sa mère et Lucas étaient des silhouettes recroquevillées, dépouillées de leur arrogance, enfin forcés de faire face à la monstruosité de leurs actes sous la froide lumière de la justice. Ils n'osaient pas la regarder dans les yeux, car sur le visage serein d'Anna, ils voyaient le reflet de leurs propres âmes damnées. Le verdict du jury fut rapide et unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence fut sévère, de longues années de prison pour coups et blessures graves, fraude et association de malfaiteurs. Mais la vraie justice, la justice poétique, s'épanouit dans les mois qui suivirent, dans les froides cellules du pénitencier. Lucas, qui avait sacrifié sa sœur pour apaiser la pègre, découvrit la loyauté de ses partenaires. Il fut complètement abandonné, laissé pourrir, un pion jeté dans un jeu qu'il n'avait jamais été assez intelligent pour maîtriser. Sa mère, quant à elle, fut consumée par la culpabilité et la honte. L'ostracisme et la conscience de son péché se manifestèrent dans son corps, et la femme qui avait feint une maladie pendant des années développa une affection psychosomatique réelle et débilitante. La maladie qu'elle avait utilisée comme arme devint sa prison finale et inéluctable.
Pendant que son ancienne famille se désintégrait dans une prison de béton et une autre de remords, Anna commença son véritable parcours de guérison. La justice légale avait été rendue, mais elle savait que la blessure laissée par la trahison familiale était du genre qui ne se referme jamais complètement, elle ne fait que cicatriser. Elle utilisa l'indemnisation qu'elle reçut du procès civil, non pas pour reconstruire une vie de confort, mais pour donner un nouveau but à sa douleur. Avec l'aide du docteur Samuel, elle devint une voix puissante, une avocate infatigable pour les victimes de négligence médicale et de crimes en col blanc. Elle participa à des conférences, donna des interviews et utilisa son histoire non avec apitoiement, mais comme une arme pour éclairer les ombres où d'autres prédateurs pourraient se cacher, s'assurant que sa terrible expérience puisse servir à protéger d'autres familles d'un destin similaire. Les années passèrent et la réputation d'Anna grandit. Elle n'était plus définie par la tragédie qu'elle avait subie, mais par la force dont elle avait fait preuve à la suite de celle-ci. Elle devint la fondatrice d'une organisation de soutien aux victimes, le Alliance pour la vérité médicale, un havre de paix pour ceux qui, comme elle, avaient été trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Elle apprit que la vraie guérison ne consistait pas à oublier, mais à transformer. Transformer la douleur en un but, la colère en action, et l'expérience d'une victime en la sagesse d'une gardienne. Le vide laissé par son rein perdu fut comblé non par l'amertume, mais par la satisfaction de savoir que sa voix, née de la plus profonde souffrance, était désormais un phare d'espoir pour d'innombrables autres personnes. Un jour, une lettre portant le cachet du système pénitentiaire arriva au bureau de sa fondation. L'écriture était fragile et hésitante, celle d'une femme brisée par la culpabilité et la maladie. C'était de sa mère. Anna s'assit à son bureau, le soleil de l'après-midi illuminant son visage, qui portait désormais les traits d'une sagesse durement acquise, et lut les mots. La lettre était un torrent de regrets, une demande de pardon désespérée d'une âme au bout de son voyage. Elle parlait du remords qui la consumait, de la monstruosité de son choix et de l'amour maternel qu'elle comprenait enfin, maintenant qu'il était trop tard. C'était l'aveu qu'Anna, des années auparavant, aurait tout donné pour entendre. Elle lut chaque mot, le visage calme et impassible, absorbant l'agonie de sa mère sans la laisser la troubler. Après avoir terminé sa lecture, Anna ne pleura pas. Elle ne ressentit pas la vague de pardon à laquelle on aurait pu s'attendre, ni la chaleur de la vengeance assouvie. Elle ne ressentit qu'une finalité calme et triste. Son cœur avait déjà fait la paix avec cette douleur. Elle plia soigneusement la lettre et la mit dans une nouvelle enveloppe. Son combat ne portait plus sur le pardon ou la douleur personnelle entre une mère et sa fille. Sa cause était plus grande. Elle remit la lettre à son assistant juridique avec une simple instruction. Joignez ceci au dossier. Cela pourrait aider le cas d'une autre victime que nous représentons contre cet hôpital. La lettre de sa mère, l'aveu final de la femme qui l'avait trahi, devint son dernier outil, non pour la vengeance, mais pour la justice impersonnelle et systémique pour laquelle elle se battait désormais. L'acte final d'Anna de transformer la confession de sa mère en une arme de plus pour la justice fut la preuve de sa métamorphose totale. Elle démontra la leçon la plus dure et la plus importante de son parcours, que la trahison venant de son propre sang est la plus cruelle des blessures, car c'est un poison administré par la main qui devrait offrir l'antidote. La cicatrice sur son corps, un rappel physique de son sacrifice, était pâle en comparaison de la cicatrice invisible que sa famille avait laissée dans son âme. Mais l'histoire d'Anna nous enseigne que nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais par ce que nous choisissons d'en faire. Nous pouvons les laisser nous consumer dans l'amertume, ou nous pouvons les transformer en un phare, utilisant notre propre douleur pour éclairer le chemin et protéger les autres des ténèbres, et ainsi que ce récit serve de témoignage au pouvoir purificateur de la vérité. La toile de mensonges tissée par la mère et le frère d'Anna a créé une maladie bien plus réelle et dangereuse que celle qu'ils feignaient, une corruption qui a fini par dévorer leur propre vie. Anna, en choisissant d'exposer la vérité, aussi angoissante soit-elle, ne cherchait pas la vengeance, mais le seul remède possible. La vérité n'a pas seulement libéré elle-même et puni les coupables, elle a assaini un système, sauvé de futures victimes et offert la seule forme de rédemption possible à sa famille, la confrontation avec la réalité de leurs actes. Car en fin de compte,
La justice la plus vraie n'est pas la punition, mais la clarté implacable que seule la vérité peut apporter. Le parcours d'Anna nous montre que, même de la trahison la plus profonde, peut naître une force pour changer le monde. Ici, sur Tournant de la vie, nous croyons au pouvoir de la vérité. Si cette histoire de résilience et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Continuez avec nous pour d'autres retournements qui révèlent la force de l'esprit humain.